L'automne pointe doucement le bout de son nez et pourtant l'arrière-saison nous réserve encore de beaux moments au jardin. Dans ce numéro, nous partirons à la rencontre d'animaux fascinants qui fréquentent nos espaces verts. Nous partagerons encore plein de bons conseils pour aménager nos jardins de manière toujours plus écologique. Et enfin, des passionnés nous ouvriront leurs portes de leur écrin de verdure. Entrez, c'est ouvert! L'automne, on n'a déjà pas vraiment eu d'été, Virginie, alors on va plutôt parler d'été indien, ok pour toi? Parce que moi, j'ai encore envie de profiter des rayons de soleil. D'ailleurs, continuons sur les beaux côtés du mois de septembre. C'est la rentrée, certes, mais c'est surtout le moment de tous se retrouver autour d'Entrée c'est ouvert, l'occasion de vous proposer un menu bien riche, comme d'habitude. Virginie partira à la rencontre de Michel Dekens à Wépion. Michel a pris soin pendant 28 ans du parc et des serres du domaine royal de Laken, excusez du peu. Aujourd'hui, il va nous transmettre son sens du végétal. Dans cette émission, vous aurez droit à tous les bons plans de Virginie et de François, un fertilisant pour les plantes d'extérieur avec Virginie et un engrais spécifique pour les plantes d'intérieur avec François. Georges vous proposera ses précieux conseils avec cette fois-ci un focus sur le repiquage des poireaux au potager. Et puis dorénavant, tous les mois, avec le cercle des naturalistes de Belgique, on vous présentera des guides nature et leurs activités. L'occasion, vous le verrez ce mois-ci, de prendre un bon bol d'iode. Et puis, on terminera par une rencontre entre Virginie et Tom autour du serpent et plus particulièrement des couleuvres. Bien présentes, vous l'entendrez dans nos jardins. Allez, c'est parti, direction Wépion, dans un jardin bien entretenu. On te suit, Virginie. Michel, on a le grand plaisir de découvrir ton paradis, ton jardin. On est à Wépion. Toi, tu es conseiller en patrimoine végétal. On sent que tu t'y connais, hein? Ah ben c'est une passion. Moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, mon papa étant ingénieur technicien en horticulture. Puis j'ai fait des études d'ingénieur agronome avec de nouveau cette orientation spécifique vers l'horticulture. Et j'ai développé ce jardin, mais voici quelques années, 3-4 ans. Avec deux choses, à la fois pouvoir allier de l'esthétique, des choses qui sont assez, je dirais, construites et rectilignes, et à côté de ça, une grande part dédiée à la nature et à la spontanéité de la végétation. Et c'est assez rare finalement d'avoir cette double approche, hein, à la fois structurée, esthétique, et à la fois très, très tolérante quelque part par rapport aux vivants qui nous entourent. Mais c'est quelque chose que j'essaye aussi de développer par rapport à mon activité professionnelle, où j'attache énormément d'importance au sens du végétal. C'est ça. Et c'est vraiment ce que je veux pouvoir transmettre par rapport à ce que je fais. C'est ça. Et donc ça passe aussi par une bonne connaissance de son terrain et des besoins des différents végétaux. Hein, tout n'est pas organisé n'importe comment. Tout à fait. La connaissance des plantes, c'est vraiment le B à bas. Il faut vraiment pouvoir comprendre comment une plante veut pousser, quels sont ses besoins, pour pouvoir la mettre dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Alors ce qui est important pour toi aussi, c'est que ce jardin reste vivant et coloré au fil des saisons. Tout à fait, oui, Je vois ici ce magnifique rosier, tout en fleurs, on est au mois de septembre. Voilà, tout l'enjeu d'un jardin, c'est effectivement d'avoir une zone d'intérêt tout au long de l'année. Ici, on a un rosier Alden Bison, qui est un rosier intéressant parce qu'il va fleurir assez tôt, et la floraison va se continuer jusqu'au gelé, voire jusqu'au novembre. Donc, très, très joli au niveau de la fleur, et en plus, la fleur a l'avantage d'évoluer. On part avec une fleur qui est tout à fait rose, qui va passer par un stade, comme son obtenteur Louis Lenz l'a nommé, de petit cochon en massepain, pour finir avec une fleur assez verdâtre. Et des petits fruits. Et des fruits, bien sûr, en automne et en hiver, qui fait le régal des oiseaux. Le régal des oiseaux, parce que, encore une fois, il faut prendre en compte toute cette biodiversité. D'ailleurs, j'irais bien dans ton potager. Il y a plein de choses à voir aussi par là, hein, Michel. Je t'y conduis. Bon, nous voilà au milieu de tes choux, dans ce magnifique potager. C'est impressionnant, il est foisonnant. Et je vois que tu as paillé un peu partout, Michel. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en sol vivant. Moi, je pars du principe que ma terre, c'est ma richesse, donc je dois la préserver au maximum. Et donc, j'attache beaucoup d'importance à pouvoir justement restructurer ce sol, à avoir une vie qui s'y développe. Alors, ce paillis, il est récupéré aussi, parce que tu as ce souci aussi d'utiliser ce que tu as sur place. Voilà, pour moi, c'est important de valoriser au maximum la matière existante. Ici, on a un paillis qui est constitué de déchets de tonte auquel j'ai mélangé du broyat de foin. Quand j'ai démonté ma meule avant d'en constituer une nouvelle, j'ai broyé le foin que j'ai mélangé. Le foin des prairies fleuries. Le foin des prairies fleuries, tout à fait. Génial, tout est un cycle. Tout est un cycle. Il y a aussi pas mal
de matière qui est réintroduite au potager après compostage. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est tout un processus vraiment pour pouvoir apporter cette matière organique et entretenir la vie du sol. Et grâce à ce système, j'ai une vie du sol qui se redéveloppe et qui perdure. Avec, quand on fait un petit trou, on a vite quelques vers de terre qui vont apparaître et des petits coléoptères qui vont courir en dessous de ce paillis. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, qui permet de retenir l'eau et qui apporte de la nourriture et qui quelque part n'est pas vilain non plus, de nouveau dans cette approche esthétique par rapport au potager. C'est passionnant. Alors il y a un dernier petit coin que j'aimerais vraiment bien aller voir, Michel, c'est dans le fond de ton jardin, ce petit ruisseau qui coule là, ça m'a l'air très sympa. On y va. On y va. Ici on entre dans un autre milieu, plus cosy, ombragé, avec ce petit ruisseau qui coule, c'est très bucolique. Quel était le projet d'aménagement ici, Michel? Bien, la philosophie ici, c'est vraiment d'exploiter ce milieu et sa richesse du fait qu'il est justement humide, du fait qu'il est ombragé, en y introduisant des plantes à la fois horticoles, mais aussi en laissant la végétation naturelle se développer. Parce qu'avant, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça avant, tout à fait. Oui. Et donc, c'est vraiment la philosophie ici, de pouvoir créer un milieu différent par rapport au reste du jardin. C'est ça, avec une prairie fleurie qui se trouve là, un parterre. Un parterre avec des plantes intéressantes, comme par exemple ce Rodgersia ici, qui est en fleurs pour le moment, il est vraiment à sa place. Et toutes ces espèces-là qui vont coloniser les bords de rive, comme tu disais. On le voit déjà sur l'autre portion du ruisseau. Là, on a vraiment pas mal de choses qui sont présentes et qui enrichissent aussi la biodiversité du coin. C'est ça. Écoute, Michel, c'est vraiment très intéressant. Ce jardin nous raconte plein d'histoires. On a envie d'y revenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Profite bien de cet automne dans cet écrin de rêve et au plaisir. Vous êtes les bienvenus pour voir la coloration d'automne et la suite de la végétation. Des histoires, Michel, il semble en avoir un paquet à nous transmettre. J'espère qu'on le retrouvera dans une prochaine émission. La balle est dans ton camp, Virginie. Mais en attendant, petit détour chez toi où tu nous proposes une recette maison d'un fertilisant. C'est ça? À base de consoude. Tiens, moi qui pensais que le consoude était uniquement à destination de l'alimentation animale. La consoude est une plante très utile à cultiver au jardin. Elle a de nombreuses vertus, vous allez le voir. Tout d'abord, c'est une plante qui est ornementale, très jolie, qui se déploie facilement. Elle nous offre des jolies fleurs dès le mois de mai qui sont très mellifères. Ça grouille tout le temps d'insectes quand on s'approche de la consoude. Et puis, elle est ce qu'on appelle une pompe biologique. C'est-à-dire que ses racines s'ancrent très profondément dans le sol, vont aller chercher les minéraux et les stocker dans ses feuilles. On peut donc réaliser un purin de consoude qui est riche en potasse bien plus assimilable par les végétaux que ceux qui sont présentés sous forme d'engrais chimiques. Pour réaliser ce purin de consoude, on met d'abord des gants parce que les feuilles sont urticantes et puis on va simplement couper les tiges, les feuilles et les inflorescences si on a. Tout est bon à prendre. On commence par hacher la consoude, donc les tiges, les feuilles, les fleurs, tout est bon. On va simplement en faire des petits morceaux pour favoriser la macération. Une fois que vous avez coupé votre kilo de consoude, vous ajoutez 10 litres d'eau et vous laissez macérer durant 10 jours. Voici un purin de consoude réalisé il y a 5 à 6 jours. Il n'est pas encore tout à fait prêt. L'eau doit être toute noire et les feuilles complètement décomposées. Comme vous le voyez, c'est important de le mélanger un petit peu tous les jours pour qu'il prenne mieux et de le mettre surtout dans un endroit aéré parce que l'odeur est assez forte. Cette potion a plusieurs atouts. Elle accélère la floraison et la fructification de vos plantes. Elle va aussi les rendre plus résistantes contre les attaques d'insectes et de pathogènes. Et puis, elle dynamise les vieux végétaux et stimule les jeunes plants. C'est donc une recette qu'on va appliquer en dilution parce que c'est très concentré. Donc on met 10% de purin et 90% d'eau. On arrose au pied des plantes. Si c'est des plantes d'intérieur, mettez-les dehors parce que comme je vous disais, ça sent fort. C'est une recette toute simple à mettre en place et qui vaut vraiment le coup d'être testée. On aime bien ces recettes toutes simples et facilement réplicables à la maison. Ça me rappelle les conseils de Georges, tiens, simple et efficace. Ce mois-ci, il nous partage son savoir sur le poireau. Vous saurez tout sur le poireau. Enfin bref, on vous écoute. Aujourd'hui, on repique des petits poireaux. Oui. Et ils ont quel âge ces petits poireaux? Ils ont été semés quand? Oh, il y a bien 3 mois, c'est pas plus qu'ils ont été semés. Ça pousse très lentement, donc il faut les semer tôt pour pouvoir les repiquer maintenant. D'accord, et donc on va les repiquer ici, là, au potager. Il y a eu des pommes de terre avant, donc c'est une bonne terre pour les repiquer. D'accord. Mais avant de les repiquer, il faut d'abord les préparer. C'est-à-dire, raconte. C'est-à-dire qu'on va recouper les racines à plus ou moins 2 cm. Ça facilite la reprise et les feuilles aussi.
les extrémités des feuilles. T'aurais pu prévoir un deuxième couteau, je t'aurais aidé. Attends, si ce n'est que ça, j'en ai en poche. Il y a toujours du travail pour moi, Georges, c'est bien. Et donc, une fois qu'on aura fait ça, On va faire la tranchée. oui, Tiens, voilà. merci. Les tranchées, donc creuser un Une sillon. tranchée, je creuse un sillon. Oui, Je fais le trou dans le fond du sillon. oui. On y repique les poireaux. Et puis on arrose et le tour est joué. Et donc, ces petits poireaux, on va les récolter à quel moment alors? Décembre, janvier, février, déjà parfois avant. Si on n'est pas obligé d'attendre qu'ils soient de plus gros. Hein. On peut déjà les commencer avant. Hein. On en mangera deux au lieu d'un. D'accord, et on les récolte jusqu'au mois de mars à peu près. En mois de mars, puis là, ils commencent à monter en semence. Hein. Donc là, c'est foutu. Bon, ben on va aller repiquer tout ça alors. Mais je vais laisser là. Ah, Je vais commencer par faire ma tranchée. allez, vas-y. Ça va? Oui. Voilà, on est prêt à repiquer les petits poireaux. Et donc, Georges, j'ai vu que tu as fait des trous. À Oui. quelle profondeur tu les plantes? 10-12 cm de profondeur, voilà. Avec un espace d'environ 15 cm. D'accord. Alors, il y a ce fameux purin d'ortie, tu le verses simplement dans le pour sillon. remplir le sillon. Dilué. Pourquoi du purin d'ortie? Oui, il est dilué au 20e, donc 1 demi-litre pour 10 litres d'eau. Étant donné que le poireau est un légume gourmand d'azote, eh bien ça lui fait un petit coup de démarrer. Ok, alors on place les poireaux dans les trous et puis il ne restera plus qu'à arroser. Voilà, et c'est terminé. C'est terminé. Ben, comme quoi, encore une fois, une culture encore simple que celle du poireau. N'hésitez pas à vous y mettre. Le message est passé, Virginie. Nos jardins seront remplis de poireaux, c'est promis. D'un chroniqueur à un autre, je vous propose de retrouver François, qui lui s'est caché à l'abri du soleil pour nous parler des plantes d'intérieur. Parce que oui, à l'approche de l'automne, on peut aussi donner un petit coup de boost à nos plantes vertes d'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'entretien des plantes d'intérieur. Donc souvenez-vous, au début du printemps, on a empoté un ficus pour qu'il se développe correctement dans un plus grand pot avec du nouveau terreau. Pour entretenir correctement cette plante, il va falloir la nourrir et pour la nourrir, on utilise des nutriments qui sont tout à fait organiques et tout à fait idéales pour la croissance de la plante. Il y a deux façons de nourrir correctement la plante qui sont complémentaires. Donc tout d'abord, je vous conseille d'utiliser des bâtonnets, donc de l'engrais en bâtonnet qui contient les éléments nutritifs que l'on n'a qu'à disposer sur le pot et qui vont libérer pendant environ 8 semaines des éléments nutritifs pour la croissance de la plante. Mais pour donner une fertilisation plus régulière, plus précise à des moments opportuns, on va travailler avec un engrais liquide pour plantes vertes, spécialement pour les plantes d'intérieur. Donc cet engrais liquide, pour correctement l'appliquer, on va se munir d'un arrosoir dans lequel on va disposer de l'eau claire. Une fois qu'on aura mis un peu d'eau claire, on va préparer notre dilution, donc 10 ml, 5 à 10 ml par litre d'eau d'engrais que l'on va mélanger correctement à notre litre d'eau. Une fois la solution prête, on n'aura plus qu'à l'appliquer, environ un arrosage sur 2 au niveau de toutes les plantes de la maison. Je termine ici d'appliquer l'engrais liquide et je m'aperçois justement sur les branches ici qu'on a la présence de cochenilles. Donc les cochenilles, c'est un parasite des plantes d'intérieur qui peut causer un dépérissement de la plante. Mais pour réaliser le traitement donc ici adéquat contre les cochenilles, je vais sortir la plante de la maison. Donc voilà, ici j'ai placé la plante à l'extérieur, donc on observe bien les cochenilles donc au niveau des branches. Donc il s'agit d'un parasite donc qui suce en fait la sève de la plante et qui affaiblit la croissance de la plante. Pour lutter efficacement, donc je munis ici d'un insecticide tout à fait naturel à base de pyrètre et d'huile de colza. Et donc cet insecticide va avoir la particularité de bien pénétrer dans la cochenille et de cette façon l'éradiquer correctement. Donc pour ce faire, je vais me munir donc d'un vaporisateur. Donc dans mon vaporisateur, je vais d'abord appliquer de l'eau claire dans laquelle je vais ajouter le produit naturel insecticide contre les cochenilles à la dose de 20 ml par litre d'eau. Je complète ensuite avec de l'eau claire pour arriver à la solution diluée de 1 litre qui sera alors ma solution prête à l'emploi pour appliquer sur la plante. Et si nécessaire, il faudra répéter cette application plusieurs fois sur la saison tant qu'on apercevra les filaments donc, de cochenilles sur la plante.
Merci François. Nos intérieurs seront un peu plus verts grâce à toi. Je vous propose de changer complètement de registre et de partir en direction de Traigne, située dans la Calestienne, une région idéale où l'on peut observer les serpents présents dans nos jardins, comme la couleuvre. Alors Tom, nous voici dans le magnifique jardin de tes parents. Tout à fait. Nous sommes à Traigne, au cœur de la Calestienne. Oui. Une région dans laquelle tu travailles puisque au sein de l'association Latagora, tu t'occupes de gérer les réserves naturelles de cette région. Oui, tout à fait. On a près de 900 hectares de réserves naturelles ici en Entre-Sambre-et-Meuse. C'est une région assez exceptionnelle d'un point de vue naturel. On a en fait 6 des 7 espèces de reptiles de Wallonie présentes dans la région. Oui, c'est impressionnant. Et justement, tu parles de reptiles qui vivent dans nos régions. Quelles sont les espèces qu'on peut rencontrer chez nous ? Eh bien, chez nous, si on s'intéresse aux serpents, on a les 3 espèces de serpents belges qui sont présentes ici en Entre-Sambre-et-Meuse. On a la coronelle lisse, qui va être un serpent d'une quarantaine de centimètres, qui est plutôt inféodé au milieu, très xérique, chaud et sec. On a la vipère, qui est encore présente en très petite population, mais gravement menacée. Et alors, on a la couleuvre à collier, qui est bien présente et qui est le serpent qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, où est-ce qu'on peut la trouver, justement? Dans quel type d'endroit? Eh bien, on va essayer de se rapprocher ici du ruisseau qui coule dans le jardin de mes parents, parce que c'est un serpent qui est bien intéressé par les milieux humides pour chasser, parce que les amphibiens représentent le gros de ses proies. Ah, il n'y a rien. Un petit orvet. Un petit orvet. Qui n'est pas un serpent, qui est une des espèces de lézards qu'on a chez nous, un lézard apode. Il avait développé un mode de vie essentiellement sous terre, et donc il a perdu ses pattes au cours de l'évolution. Ok. Mais la couleuvre n'est pas là. On essayerait l'autre ou On quoi? va essayer l'autre. Eh ben non. On aurait pu croire qu'elle serait venue se cacher ici en dessous, parce que c'est un animal qu'on dit à sang froid. La température de son sang va varier en fonction de celle de l'environnement. Elle a besoin d'atteindre une certaine température pour être en activité métabolique, être active, chasser. Et donc elle vient se mettre comme ça sous des plaques métalliques, des tôles, qui retiennent la chaleur pour chauffer et permettre la digestion, d'atteindre entre 22 et 30 degrés de température corporelle pour être active et pleinement. D'accord. Et au niveau de sa reproduction, parce que c'est une espèce qui pond des œufs, tout à fait. Et elle peut se reproduire dans les composts, dans les jardins notamment. Exactement. D'ailleurs, la présence de milieux de ponte dans l'environnement est quelque chose qui fait parfois cruellement défaut à la couleuvre à collier, qui va forcer les femelles parfois à parcourir de très grandes distances pour trouver un endroit propice pour se reproduire. Okay. Et typiquement dans les jardins, le compost, l'endroit où on a entassé les herbes qu'on a fauchées au jardin dans un coin, bien ensoleillé, ou alors des tas de copeaux qui résultent d'une exploitation de bois qu'on aurait fait dans le jardin, sont des endroits vraiment propices parce qu'elle pond des œufs. Elle ne va pas couver ses œufs, donc elle a besoin que la source de chaleur tout à fait vienne de l'extérieur. On va aller voir dans ton compost, on va peut-être voir quelque chose. Tout à fait. Bon, et non. On n'a pas de bol aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que ça peut arriver de retrouver un serpent dans son compost, c'est plutôt surprenant. Tout à fait. Elle se reproduit à quel moment, cette couleuvre? Alors, la couleuvre, elle va, dès qu'elle sort de l'hivernation, elle va avoir pour objectif de se reproduire, donc pour l'accouplement, et elle va venir pondre dans les composts plutôt aux alentours de juin-juillet. Et il y a les petits qui apparaissent au bout de quoi, de 5 à 10 semaines, entre août et septembre, on peut observer une émergence de petites couleuvres qui sortiraient du compost. Mais du coup, voilà, quand on tombe comme ça sur des serpents dans son jardin, ça peut faire peur évidemment. Or, il n'y a pas de raison d'être effrayé. En Belgique, nous n'avons aucune espèce dangereuse. Seule une a du venin, mais elle est complètement non agressive, la vipère. Et ici, la couleuvre, elle est tout à fait inoffensive. Il ne faut pas du tout en avoir peur. Il faut se sentir chanceux quand on en a une dans son jardin. Oui, c'est ça. Et alors, les seules choses qu'elle va pouvoir faire, la couleuvre, c'est faire la morte. Mais sa première stratégie de défense, ça sera la fuite, comme chez tous les serpents de chez nous. Et si on parle de la couleuvre plus spécifiquement, elle peut, quand elle est acculée, se montrer un peu intimidante, se redresser et siffler. Mais dans les faits, elle est complètement inoffensive. La seule chose qu'elle pourrait faire, c'est émettre un liquide nauséabond par son cloaque, mais qui n'est pas du tout dangereux, qui sent juste très mauvais. Et par contre, tu as trouvé une mue de serpent il n'y a pas longtemps dans ton jardin. C'est assez extraordinaire, ça. Pas plus tard que la semaine dernière, on a pu trouver une grande mue d'un individu adulte, sans doute une femelle, qui fait environ 90 cm. Pourquoi est-ce qu'elle mue? En fait, au cours de son développement, la partie supérieure de son épiderme ne grandit pas avec le corps et donc le pyjama devient trop petit. Elle doit s'en débarrasser. L'image est chouette. Elle s'en débarrasse et elle se libère de son ancienne peau en sortant d'abord par la tête et la queue reste accrochée et donc ça se retrousse vraiment comme une chaussette. La partie qui est ici, c'est la partie qui était contre le serpent. D'accord. Et alors ici, on voit l'enveloppe de la tête. Tout à fait, l'enveloppe de la taille, on voit très très bien l'écaille oculaire qui protège l'œil et qui fait que le serpent n'a pas de
paupières. Oui, et tu me disais que de là vient le mythe un peu du serpent qui hypnotise. Tout à fait, parce qu'il a un regard fixe. En fait, c'est simplement ce qui ne cligne pas des yeux, parce qu'il n'a pas de paupières, il a une écaille qui joue ce rôle. Bon, on n'aura pas vu de couleuvre, Non, hein, Tom. malheureusement. Dommage, c'est comme ça dans la nature. Hein. Parfois on a de la chance, parfois pas. Par contre, on a vu ce magnifique jardin avec plein d'aménagements propices aux serpents. Quels sont justement les habitats indispensables pour la couleuvre à collier, Tom? En fait, elle n'a pas besoin d'un habitant en particulier, mais elle va avoir besoin d'un ensemble d'habitats qui sont interconnectés les uns avec les autres. Et donc, par exemple, des zones humides comme cette mare où il y a des pierriers, des tas de bois qui sont aménagés pour elle, prendre le soleil. Des zones comme le compost qu'on a vu tantôt, où elle va pouvoir aller pondre ses œufs. Des zones où se déplacer en lisière bien ensoleillée avec des herbes hautes, ce qui est très facile à mettre en place au jardin. Et c'est d'autant plus important que c'est une espèce qui est rare dans nos régions, hein, qui est soumise à beaucoup de pression. Donc essayons dans nos jardins de poser ces gestes pour cette magnifique couleuvre à collier. Et un grand merci pour toutes ces explications, Tom, c'était passionnant. Merci à vous. Les serpents sont des maillons essentiels à l'équilibre de la biodiversité et de l'écosystème. Et tout comme les autres animaux, ils permettent de se débarrasser de nuisibles comme les rongeurs, les larves et les insectes. Bref, un rôle plutôt utile finalement. Merci en tout cas pour toutes ces explications. Allez, c'est l'heure de notre moment guide nature avec notre partenaire, le Cercle des naturalistes de Belgique. Nous dressons le portrait de Guide Nature. Ces guides vous proposent des activités toute l'année. Ici par exemple, Christine et André nous emmènent sur le littoral belge pour parler d'un milieu naturel plus qu'intéressant. Bonjour à tous, je m'appelle André Van Belle, je suis guide du Cercle des naturalistes de Belgique. Je suis coprésident avec Christine Claes de la section ou du Cercle Côte et Mer du Nord. Christine et moi, nous avons été formés par le Cercle des naturalistes de Belgique il y a à peu près 11 ans. Et après notre formation, tous les deux, on a décidé de créer cette section ici à la côte. Nous avons tous les deux un peu notre propre rôle. André est plus orienté vers le côté plage, les coquillages, il va vous parler des marées, de toutes sortes de phénomènes. Il va aussi vous sensibiliser beaucoup sur le problème des déchets apportés par la mer. Et de mon côté, je suis plus spécialisée, si on peut dire, par la visite des dunes, le milieu dunaire, toutes les fleurs, la faune, les oiseaux. Tout le monde évidemment connaît un petit peu la mer du Nord, hein. Tout le monde est déjà venu s'amuser ici sur les plages. Mais par contre, on ne sait jamais ou très peu ce qui se trouve sous la plage ou dans l'eau ou même dans les dunes. Notre rôle en fait ici, c'est de vous sensibiliser et de vous montrer et de vous apprendre à aimer ce milieu pour justement pouvoir le protéger, car je crois que c'est un milieu qui est vraiment sous pression, tant au niveau climatique qu'au niveau économique. Et c'est grâce à nos sorties que nous organisons une fois par mois que nous essayons de vous montrer ça. Et bien voilà qui peut éveiller bien des curiosités. Plus d'infos bien sûr sur les activités des guides nature sur le site du CNB, www.cercle-naturaliste.be, tout ça au pluriel. Tiens, et si nous nous quittions sur une dernière thématique, la prairie fleurie. Quel est son intérêt? Quels sont les messages qu'elles peuvent aussi nous transmettre? Avez-vous déjà pensé à installer une prairie fleurie dans votre jardin? En plus d'apporter du relief, du dynamisme dans votre terrain, ces tableaux colorés sont des zones fascinantes à observer. Et même un petit pré fleuri peut déjà faire la différence. La principale caractéristique d'une prairie fleurie, c'est la diversité des espèces qui la composent. On voit très bien la différence ici avec le gazon, qui lui contient 3 espèces de graminées grand maximum, alors qu'ici on a vraiment toute une série d'espèces qui s'épanouissent et qui attirent du coup une faune très diversifiée également. Il suffit de s'arrêter quelques instants dans une prairie fleurie, d'observer, de se poser, et très vite on aperçoit toute la vie qui grouille, tous les insectes qui s'y déploient, des petites mouches, des abeilles, des coléoptères, toutes sortes de choses qui vont attirer les oiseaux, qui vont attirer des reptiles, des petits mammifères, etc. Ce sont des milieux qui sont vraiment très très riches et vraiment fascinants à observer. Alors, c'est important, quand on sème une prairie fleurie, d'avoir des mélanges qui contiennent à la fois des plantes annuelles, voire bisannuelles, comme les coquelicots, les bleuets, etc., et d'autres espèces vivaces qui vont s'installer de manière plus pérenne. Ça permet d'avoir dès la première année un tableau coloré comme ici, puisque c'est la première année de notre prairie, vous voyez, et en même temps d'avoir une prairie qui va se diversifier tout au long de la saison.
La fin de l'été est la période idéale pour aménager votre pré fleuri. Choisissez un endroit au soleil, un sol qui n'a pas été trop fertilisé. Et puis, au niveau de l'entretien, c'est très simple aussi. Une fauche annuelle en fin de saison, à l'automne, et c'est tout. Et puis, il n'y a plus qu'à profiter de ce spectacle magnifique. Une prairie fleurie peut s'installer sur tout type de sol, mais plus préférentiellement sur les sols pauvres. Et puis, si on vous en parle maintenant, c'est parce que la période la plus adéquate pour semer sa prairie fleurie, c'est de fin septembre à début novembre, ou entre mars et mai, si vous voulez attendre un peu. Merci Virginie. Voilà, c'est déjà la fin d'Entrée c'est ouvert, un numéro inspirant, comme beaucoup d'autres. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, et n'hésitez surtout pas à retrouver tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Alors, à bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner au choix soit de l'engrais liquide pour vos plantes d'intérieur, soit un anti-puceron anti-acarien qui va permettre de lutter contre les pucerons, les acariens et les cochenilles. L'engrais liquide, lui, va permettre à vos plantes d'intérieur d'avoir une croissance équilibrée et des racines en bonne santé. Et ce, pour obtenir des plantes vigoureuses offrant une floraison abondante, des feuilles vertes et brillantes. Ces deux produits peuvent être utilisés en culture biologique. Pour remporter ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Avec quelle solution Georges arrose-t-il ses poireaux? Envoyez-nous la réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!